Alors, bonjour, bienvenue pour le morning meeting du 14 novembre. Alors, on va commencer par le calendrier économique. Donc, on a aujourd'hui une journée un peu plus chargée. On va voir un petit peu les PIB trimestriels sur l'Europe. On a vu que l'euro-dollar était bien descendu depuis depuis l'arrivée de Trump. Sachez que, par exemple, le PIB fait partie des données économiques qui peuvent faire bouger les marchés des devises. Puisqu'une devise, c'est toujours une monnaie contre une autre monnaie, donc une zone contre une autre zone. Donc ça, c'est des stats importantes. On va voir, alors après le PIB, ça reste une donnée, vous voyez, on est sur l'annuel du T3 alors qu'on est déjà mi-novembre. Le T3, je vous rappelle qu'il s'arrête fin septembre. Donc on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer, mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, le PIB européen n'est pas en récession, il est plutôt en expansion pour l'instant. Après, on a une prévision à 0,9, le précédent c'était 0,6, donc 0,9 sur de l'annuel. C'est pas une grosse croissance, hein. Une croissance européenne, normalement, c'est 1,2, 1,5, ça c'est plutôt bien. Alors ça a plusieurs impacts. La croissance plus faible que prévu, c'est moins de rentrées pour les États, hein, puisqu'il y a moins d'activité, c'est-à-dire qu'il y a moins d'impôts. Donc c'est moins facile, et notamment c'est un des sujets qu'avait apporté Monsieur le maire et dont va faire face le nouveau gouvernement en France. Ça va être de réduire cette dette, et pour réduire cette dette, il y a plusieurs éléments extérieurs qui peuvent aider. Le premier, c'est un meilleur PIB et du coup plus de rentrée fiscale. Sachez que par exemple, de priver l'Europe de la Russie et donc de tous les oligarques qui dépensent énormément, ça peut jouer sur 0,1% du PIB. Donc c'est pas négligeable par exemple. Deuxième élément bon ça c'est anecdotique, mais deuxième élément qui peut jouer aussi, ça va être les taux, puisque comme tous les États sont surendettés et que les gens ont du mal à consommer, si on baisse les taux, on va relancer la consommation. Donc qui consomme paye des impôts, hein, ne serait-ce que la TVA, qui est le premier impôt, l'impôt qui rémunère le plus l'État. Et puis, bien entendu, une baisse des taux, ça veut dire que les emprunts des États sont moins importants, et donc ça va moins dans leurs dépenses. Voilà, donc on va voir un peu le PIB, ça va jouer certainement, ça pourra jouer sur l'euro-dollar qui est assez bas aujourd'hui. On fera un petit tour tout à l'heure, mais voilà, il est plutôt dans les bas. Donc plutôt, nous, toujours en zone d'achat. À voir, on va réfléchir juste après. À 13h, donc 13h30, vous avez la publication du compte rendu de la BCE. La Fed fait la même chose, hein, ce qu'on appelle le Beige Book. Ce sont que des publications de compte rendu de politique monétaire. Il n'y a pas d'impact sur les taux, il n'y a pas d'impact sur les marchés. Donc vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, il peut y avoir quelque chose, éventuellement, un petit mouvement de marché, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ce qui est important, ce sont les réunions où il y a les changements des taux. Et donc cet après-midi, sur le marché américain, on va avoir, comme chaque semaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage, tous les jeudis. Hein. Et donc ça, c'est important, parce que celle de la semaine dernière n'était pas forcément en grande forme, ou celle de la semaine d'avant. Alors, sur Investing, si vous cliquez sur la statistique, et on vous ouvre une nouvelle page, vous avez deux éléments qui sont importants. Le premier, qui peut être intéressant, c'est d'avoir la définition, et moi je vous engage à regarder toutes les statistiques qui ont au moins 3 étoiles et comprendre de quoi il s'agit. Et deuxième élément, en fait, on a sur l'histoire un petit peu toutes les stats. Alors ici, c'est le Covid, donc forcément le Covid, notamment sur l'emploi, a tout changé. Donc c'est tout simple, hein, on va retirer cette partie Covid, donc avec ce petit ascenseur, je vais retirer ça. Voilà, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus normalisé. Alors, quand on a des périodes... Pardon. Alors, ce sont les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est-à-dire les gens qui vont s'inscrire au chômage. Donc, ces inscriptions, il faut qu'elles baissent. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de monde au chômage, donc il y a de plus en plus de gens qui ont un travail. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on attend des stats ici. On va voir un petit peu... aussi la suite. Vous voyez qu'en fait, il y a un troisième chiffre qui est important, qu'on ne publie qu'après coup. Ce sont des prévisions. Alors, il y a actuelle prévision, et en fait, il y a une révision. Alors, j'essaie de ne pas trop bouger la souris. Révision, par exemple, 216 000. Donc, l'actuel 218, en fait, la révision, c'est-à-dire le recalcul des chiffres, finalement, ce n'était pas 218, mais 216. Voilà. Et donc, en fait, ce chiffre-là, c'est important qu'il soit assez bas, donc qu'il soit dans les 220, 200, 220. Et quand vous déplacez un petit peu le curseur et que vous cherchez un petit peu d'autres zones, alors attention qu'on ne tombe pas sur le Covid, voilà. Vous pouvez aussi également aller voir un petit peu ce qui se passait pendant les crises, ça peut vous apporter aussi quelques éléments. Donc typiquement, quelles sont les deux grosses crises que nous avons connues depuis 2000,
Vous avez en 2000 la crise Internet, la bulle Internet, l'explosion de la bulle Internet, et en 2007, vous avez les subprimes, donc les taux d'intérêt, enfin les emprunts des Américains. Donc voilà, par exemple, si je mets en 2007, ben, vous voyez qu'en fait, 2007-2008, on commence à avoir de plus en plus d'inscriptions au chômage. Vous voyez qu'on est monté jusqu'à 600 000. Et avant cette partie-là, eh ben, si je redescends un petit peu, voilà, dans une zone plus calme, alors 99, c'était plus calme. On a la crise Internet en mars 2001. Donc on voyait que ça commence à monter déjà. Hein. Avant la crise, on commence à monter, à avoir des chiffres importants. Puis bon, la crise de la bulle Internet arrive vraiment. Et puis bah voilà, les choses s'agissent. Donc on retrouve des gens qui s'inscrivent de moins en moins au chômage. On repart jusqu'à 2007. Voilà, et on va redescendre sur toute cette partie de 2009 à, je dirais, 2000, ouais, bah jusqu'à 2020, hein, jusqu'à ce qu'on ait le Covid. Donc il est juste là, hop, on va le supprimer, voilà. Voilà, et vous voyez qu'en fait, toute cette zone de marché haussier, de phase tranquille, où on est sorti des subprimes et les sociétés recommencent à travailler, à embaucher, etc., et ben voilà, on a plutôt un marché plutôt intéressant. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des données macroéconomiques importantes qui permettent d'avoir une vue sur l'ensemble du marché. Donc vous voyez qu'on est plutôt dans les 220 000, si vous vous souvenez bien, eh ben on était plutôt dans les 300, 350 000, même dans des périodes plutôt avancées. Donc là on est sur l'emploi, plutôt dans quelque chose de correct. Il ne faut pas oublier non plus que là les États-Unis sont en système presque de plein emploi, c'est en dessous de 4% de chômage, ils sont à 4,2 ou 4,1. Plein emploi, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de toutes les façons d'avoir du chômage dans une économie parce que c'est le roulement classique des gens qui vont changer de métier. Donc ils arrêtent un métier pour en prendre un autre, ils vont s'inscrire au chômage et puis ils repartent de l'autre côté. Donc il y a de toutes les façons, il y aura toujours éternellement du chômage puisque c'est dû à ces mouvements-là. Voilà, donc juste c'était la petite histoire sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et donc on a ce chiffre cet après-midi. Donc pour l'instant, bah, écoutez, si ça monte pas trop, eh ben c'est plutôt positif. Si ça commence à monter, ça veut dire que les États-Unis ont du mal à embaucher, puisqu'il y a de plus en plus d'inscrits au chômage, et du coup, ça sera favorable aussi pour une baisse des taux de la Fed. Si le marché de l'emploi fonctionne bien, c'est-à-dire que les gens ont du travail et que l'économie va bien, il n'y a pas de croissance sans emploi, et donc ça veut tout simplement dire que bah, si les chiffres sont mauvais ici, donc supérieurs aux attentes, et ben ça va aller dans le sens d'une baisse des taux de la Fed. C'est un petit peu ce qu'on va viser. Donc pour rappel, 18, donc voilà, si vous descendez un petit peu ici, les prochaines réunions de Banque centrale, le 12-12, vous avez la BCE, et le 18, vous aurez la Fed. Donc là, on a le temps, hein, on est le 14-11, donc on a quelques sessions de trading avant, bien entendu. Donc voilà pour aujourd'hui. Sur les résultats d'entreprise, on avait Cisco hier soir, donc on va regarder un petit peu. Donc voilà, quand vous regardez les résultats d'entreprise, moi je vous engage à regarder la veille, puisque les sociétés qui font paraître leurs résultats la veille, et ben comme ici, vous voyez, après la clôture du marché, on ne le voit que le lendemain dans les cours. Et donc sur Cisco par exemple, qui est quand même une technologie non négligeable, une valeur technologique non négligeable, vous allez sur la valeur, est-ce que vous pensez que le chiffre a été bien accueilli ou pas? Et bien vous avez, après fermeture, en fait, la cotation ici, donc elle est plutôt négativement accueillie, bien que les résultats soient meilleurs que prévu. Voilà. Donc est-ce que si vous avez des résultats meilleurs que prévu, mais pas extraordinaires, ben vous pouvez avoir des effets. Effectivement, on a un chiffre d'affaires prévisionnel de 13 milliards 780 millions, et on est à 13 milliards 800 millions. Donc on fait 20 millions de plus, ce qui est pas mal, hein, mais bon, voilà, pour les Américains, c'est pas suffisant. Et puis là, c'est le bénéfice par action, le BPA, la prévision et ce qui est sorti. Donc en fait, on fait un chiffre d'affaires légèrement haussier, ce qui est plutôt bon, et on a un meilleur bénéfice par action que prévu. Donc la société sort plus d'argent que prévu, ce qui est plutôt positif, mais c'est mal accueilli pour l'instant. Alors c'est pas la cata, hein, elle n'est pas à moins 5 ou moins 10, elle est juste à moins 2,5 ou moins 2,9, on verra cet après-midi. Voilà pour les données de la journée sur la partie macroéconomique. Donc dans ma journée, je vais attendre les chiffres de l'emploi américain à 14h30, et puis je ferai mon trading de façon assez classique. Sur la partie des devises, on regardera une analyse technique un petit peu plus profonde, un petit peu plus détaillée, mais on est sur l'euro-dollar, toujours en tendance baissière pour l'instant. On va voir un petit peu les nouvelles stats qui vont sortir. Sur les indices européens, pour l'instant, on est aussi sur cette partie retracement,
Alors retracement notamment sur le parti France, alors France 40 et CAC 40. Pourquoi? Parce que le luxe souffre un petit peu de deux éléments importants. Le premier, ça va être la Chine, qui a une baisse de sa consommation, et le deuxième, c'est les États-Unis qui pourraient augmenter les droits de douane, éventuellement sur la maroquinerie. Alors, Monsieur Arnault, comme on l'avait déjà vu, est allé aux États-Unis quand Trump était au pouvoir, parce qu'il voulait déjà augmenter ses droits de douane sur la maroquinerie, et Arnault a dit, bah, écoutez, moi je vous crée des usines dans votre pays pour fabriquer mes sacs, et il dit, dans ces cas-là, je n'augmente pas les droits de douane. Donc est-ce qu'il va recommencer? C'est possible, mais c'est une période de tension, donc une fois qu'on a l'information, il n'y a plus de problème, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais quand on est dans l'incertitude, les marchés financiers n'aiment pas ça. Donc on fait des prévisions bonnes et mauvaises sur ce qui va se passer une fois que Trump sera au pouvoir. C'est ce qu'on va suivre en tout cas jusqu'au 20 janvier. Donc on a trouvé la date d'investiture, c'était la même qu'il a eu à son premier mandat, le 20 janvier 2025. On aura l'investiture de Donald Trump avec ses premiers mandats, et là pour l'instant il est en train de constituer ses équipes. On verra ça je pense dans les news. Le VIX, lui, donc, il continue à descendre. On était sur du 18-19, on est passé à 20-21 sur le retracement, et là, on est descendu à 15-14, donc ça, c'est plutôt positif. Pour ceux qui sont à l'achat long terme, en tout cas, c'est que les risques commencent à s'amenuire et qu'on a un petit peu plus de visibilité sur le futur. Sur la partie du pétrole, ben pour moi, on reste sur cette zone d'achat. Ça fait longtemps qu'on est dessus. Il ne se passe rien, tant mieux, entre guillemets, sur la partie géopolitique, parce qu'en général, tout ce qui est guerre n'est jamais bon pour la population. Voilà, maintenant, on attend pour voir un petit peu ce qui va se passer. On va aussi attendre les statistiques économiques sur le pétrole. Il n'y a pas que les guerres qui font bouger le pétrole. Et heureusement, vous avez à 17h aujourd'hui les stocks de brut de l'Oklahoma, les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc là, on va voir un petit peu les stocks. Ça peut faire aussi bouger les éléments. Mais dans tous les cas, voilà, heureusement, le pétrole va plus bouger sur des réunions de l'OPEP, l'OPEP+, maintenant, que sur des guerres. Les guerres et les tensions vont jouer, bien entendu, mais ce sera de façon périodique. Dans tous les cas, tous les gros pays de ce monde ont besoin d'avoir un pétrole cher, que ce soit les Saoudiens pour acheter les dettes des pays européens et américains ou russes, que ce soit les Russes qui ont besoin de vendre leur pétrole, les Américains maintenant qui sont exportateurs depuis le gaz de schiste, qui a été une révolution industrielle pour eux quand même. Donc tout le monde a besoin que ce pétrole reste quand même un peu élevé. Voilà. Mais après, il faut le consommer, c'est-à-dire que la Chine, il faut qu'elle consomme ce pétrole. C'est le premier importateur mondial de pétrole, la Chine, et elle a du mal. On va y arriver. Sur la partie crypto, on va revoir un petit peu. On recommence à revenir sur les 90 000. Il ne lâche pas les 90 000. Il y a encore beaucoup de collecte sur les ETF Bitcoin. Donc on va voir un petit peu maintenant la suite. La suite des ETF Bitcoin. La prochaine grosse crypto qui arrivera, ça sera celle sur laquelle elle aura effectivement un nouveau ETF. Donc ceux qui sont fans des cryptos, n'hésitez pas à chercher sur quelle prochaine crypto les gros opérateurs, les sociétés d'émission vont aller lever leur dévolu. Voilà. Et c'est un réel afflux d'argent et donc d'achat forcément, puisque quand les gens achètent via des ETF, c'est comme s'ils achetaient une action, donc c'est très simple à acheter. Et il y a 1,5 milliard de plus, je crois, hier. Donc il faut acheter 1,5 milliard de Bitcoin, et du coup ça ne fait que propulser le Bitcoin vers le haut, et les autres cryptos aussi, puisque on se dirige clairement, alors est-ce que c'est sûr, je ne sais pas, mais clairement vers une administration qui va favoriser l'utilisation de ces cryptos. Sur les cryptos, je voulais faire un tout petit point sur une action qui s'appelle Coinbase. Ah, excusez-moi, oh, j'ai juste mis... Voilà. Alors pourquoi juste un point sur Coinbase? Parce que Coinbase, c'est alors attendez. C'est la société favorite des Américains. Ça a été l'application la plus téléchargée ces derniers jours aux États-Unis. Pas sur les cryptos, sur l'ensemble. Alors, comment je pourrais faire ça?
Voilà, avant ouverture, elle reprend 4%, elle a perdu 10% hier parce que tout le monde a un petit peu stabilisé les énormes hausses qu'on a eues. Mais voilà, on regarde un petit peu cette action. Avant, donc c'est dès janvier, pardon, le mois de mars, on était déjà à 270, on revient dessus. Donc est-ce qu'on rentre sur Coinbase ou pas? Nous, on va le rentrer. Donc je vous montrerai dans pas longtemps un portefeuille opportunité qu'on commence à créer pour ces suivis. Mais voilà, nous, on va le rentrer de notre côté. Pourquoi? Parce que c'est la première application téléchargée par les gens. Donc ça, c'est déjà un élément important. Et puis, on va voir la suite sur les cryptos. Mais en tout cas, c'est une action, par exemple, qui permet de jouer ce gouvernement crypto qui est en train d'arriver. Sur la partie actualité, alors on va rafraîchir Bloomberg. Voilà, je vais vous mettre ça en français. Après, alors on commence à avoir des doutes un petit peu, il y a plusieurs choses. Donc déjà ici, pour rappel, vous avez les 3 news importantes de la journée. Donc ça nous permet notamment, pas forcément de savoir si il va se passer quelque chose d'important, mais si les news sont pas très importantes, c'est qu'il n'y a rien de particulier. La probabilité d'une nouvelle baisse des taux de la Fed le mois prochain est passée à 80%. Donc ça, c'est plutôt positif pour le business, pour les marchés. C'est ce qu'on attend, parce que pour l'instant, ils sont un peu hauts. Une des questions qu'on se pose, c'est que va faire Elon Musk dans cette administration. Ils seront 2. Ils ont été nommés à 2 pour diriger un département qui s'appelle le DOGE, D-O-G-E, avec une petite blague sur le Dogecoin, puisque c'est la crypto préférée d'Elon Musk. Le DOGE va avoir en tout cas comme mission de trouver 2000 milliards de dollars d'économies dans le gouvernement américain. Ces 2000 milliards de dollars, on va les trouver à quel endroit? Dans la santé, dans les remboursements de santé, et on va les trouver également dans l'armement, dans les militaires. Notamment par exemple dans les aides à l'Ukraine. Donc Trump va peut-être favoriser le fait que l'Ukraine abandonne des domaines, des secteurs et négocie avec Poutine et Zelensky en leur disant qu'il faut qu'ils arrêtent un peu tout ça et que ce serait bien de passer à autre chose plutôt que de donner de l'argent encore et encore à l'Ukraine, et parce que lui, au niveau business, c'est pas bon pour lui. Et je vous rappelle juste que Trump a été le président sous lequel il y a eu de moins d'engagement militaire des États-Unis dans le monde. Donc il est vraiment là pour ça. Maintenant, la difficulté pour Elon Musk, ça va être quand même que les grandes réformes doivent être votées notamment au Congrès, et que tout le Congrès n'est pas forcément pour Trump. Et puis, voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme ça, donc il va falloir faire des lois, il va falloir faire pas mal de choses. Et donc, ils n'auront pas non plus toute la liberté et la puissance, ils pourront faire pas mal de choses. Alors, il y a quelques sociétés qui sont sous enquête, ne serait-ce que sur les robotaxis, sur l'environnement, etc., pour Elon Musk. Donc, ça va favoriser, bien entendu, son poste, l'avancée de quelques enquêtes, et en tout cas de la signature de quelques éléments. Ce qu'il peut éventuellement faire, ce que tout le monde attend, et lui aussi, mais je pense que Trump aussi, c'est qu'il passe certains budgets de l'État américain sur des sociétés privées, notamment la sienne, comme Starlink et la fusée. À chaque fois, j'oublie son nom. Voilà pour les news macroéconomiques. On va regarder dans l'instantané. Donc, Zero Hedge est bien notre préféré, et surtout le plus rapide. Voilà. On a Erdogan qui va voir un petit peu les Russes et les Chinois pour mettre un... Alors, je le remets en français. Voilà. pour mettre un embargo sur les armes contre Israël. Voilà, puisque en fait, ils veulent que tous les combats dans cette zone se détendent. C'est important que les gens qui soient autour de cette zone arrivent à se parler. J'ai pas d'avis particulier sur Erdogan et l'Arabie Saoudite, etc. Juste que si on limite un petit peu toute cette partie combat, ça n'est que mieux. Ce n'est que mieux pour l'instant pour le reste du monde. Voilà. Trump est allé voir Joe Biden hier, donc ils ont fait une petite photo ensemble. Ils ont essayé de temporiser un petit peu, sachant qu'ils sont quand même dans les deux, ils sont quand même dans les deux opposés.
Alors, Vivek Ramaswamy est la deuxième personne qui va justement gérer cet élément avec Elon Musk sur la partie des économies, des 2000 milliards d'économies que souhaite faire cette administration. Et voilà, en fait, les hommes vont commencer à se parler, donc voilà, les choses vont commencer à se faire. Est-ce qu'ils s'aiment bien, est-ce qu'ils s'aiment pas, je sais pas. Je pense que c'est en tout cas une bonne solution pour à la fois à la fois pour c'est une bonne solution pour Zelensky et pour Poutine de sortir de ce combat et puis de trouver un peu plus de sagesse et de paix dans cette Europe. Voilà pour la partie donc macroéconomique. Sur le S&P 500, sur ce qui s'est passé hier, les choses se sont un petit peu temporisées. On revient sur quelque chose de plus calme, on va le voir juste après, je vais me dépêcher un petit peu. Sur la partie crypto, on est toujours à fond, hein, elles sont en feu. Elles sont en feu parce qu'il y a justement toute cette partie... j'ai démarré la station. Il y a toute cette partie... comment dire... allez, c'est un petit peu de mal. Cette partie ETF que les Américains ne cessent d'acheter et qui permet justement de monter un petit peu tout ça. Voilà, on va connecter tout ça. Voilà. Alors vous inquiétez pas sur le SDT, hein, il vaut 1$ dans tous les cas. Donc les variations sur le SDT sont assez minimes. Quand il est rouge foncé comme ça reste assez minime. Même si on a vu par le passé quelques USDT qui n'étaient pas des vrais USDT. Je ne reviendrai pas sur l'histoire. Alors en daily, on va revenir un petit peu sur le marché, sur ce qui s'est passé hier. On télécharge les données, là, ça arrive, voilà. Voilà, on avait une petite zone de retracement. Donc moi j'ai pensé hier que le marché allait retracer un tout petit peu plus. Il s'est plutôt bien maintenu. Il est resté dans cette zone. Maintenant, il n'est pas très élevé. On est sur 45 points de variation sur une journée. Donc c'est une petite journée. On va attendre des journées avec plus de statistiques ou plus d'événements pour avoir quelque chose qui bouge un peu plus. Pour l'instant, nous on reste sur le scalping, en tout cas sur Trading Institute. On verra ce que nous dira le carnet. Mais on reste bien sûr aussi sur une tendance très long terme sur les marchés. On a eu un retracement aussi sur le Nasdaq, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, on est sur la 5e journée où le marché s'est maintenu entre deux zones alors qu'il est resté assez longtemps coincé dans une zone. Sur le pétrole, donc on reste sur ce pétrole pour moi dans ce support. Donc ce support tient bien. Il reste et il tient bien, voilà, on revient ici, donc nous on est toujours long sur le pétrole dans cette zone-là. Est-ce qu'on allège à 72? Encore une fois, c'est possible. Ou est-ce qu'enfin on va aller chercher 75-78? On va voir ça dans quelques temps, mais en tout cas on allégera une partie de la position à 72 si le marché veut bien monter à 72. On a mis un stop à 62, on a un ratio de 0,6 sur cette opération. Sur le gold, on a vu qu'il y avait un retracement en cours sur ce marché. Voilà, il continue, donc c'est un marché qui continue. Alors, est-ce qu'on a un vrai retracement? Est-ce qu'on commence à rentrer dans une tendance baissière qui pourrait revenir? Alors, quel niveau on aurait? Donc, pour l'instant, nous, on n'est ni haussier ni baissier. Le gold, c'est un actif que je ne shorterai pas parce que je pense qu'il peut rebondir assez fortement. Donc, je serai plutôt à l'achat, mais calmement, pas pour l'instant. J'ai pas de signaux sur du moyen terme à l'achat sur le gold. Donc pour l'instant, je laisse un petit peu faire son chemin. Sur l'euro-dollar, on est plutôt nous acheteurs. On est sur du 0,550. On est entré à 0,6. À 1,06, on est là. On était rentré dans cette zone-là, voilà. Donc pour l'instant, les choses sont logiques puisque vous voyez qu'on a un support à 1,0520. Sachant que sur ces supports-là, on met des petites positions et on vise des mouvements un peu plus larges, un peu plus gros, donc 1,08, 1,09. De toutes les façons, le marché bougera dans un sens ou dans un autre avec les statistiques économiques et les réunions des banques centrales. Et une dernière valeur que vous aimez bien et qui est vraiment sous le coup de l'actualité, c'est le Bitcoin, qui est aussi coté sur le futur. Et donc voilà, le Bitcoin qui a fait un mini retracement pour rigoler, hein, c'est vraiment un mini retracement, continue son envolée, donc on a toujours des achats importants sur ce Bitcoin et sur toutes les cryptos, donc on reste très positif sur ça.
J'ai aucun short sur crypto à annoncer. Ceux qui sont longs, bah, pour l'instant, on n'est pas redescendu sous les 85 ou 80, c'est-à-dire pour combler ce gap-là. Donc pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Voilà, c'est buy and hold, hein. On garde, si vous en êtes à l'achat, gardez-les et profitez-en. N'hésitez pas de temps en temps, si vous avez des tailles importantes, à concrétiser un tout petit peu vos gains, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de, j'ai aucun signal de baisse. Voilà pour le morning. Je vous souhaite une bonne session.